Confrontation Europe, c'est une association, c'est un mouvement civique qui a 20 ans cette année déjà, et qui a été créé il y a 20 ans justement dans un climat un peu morose de débat public où en France, la gauche, la droite, tout le monde pareil. Et donc on avait un peu envie d'inventer un lieu où on se rassemble parce qu'on est différent, pour essayer de partager un diagnostic et de proposer des solutions de transformation sociale. Ça a toujours été à l'ordre du jour, mais Philippe Herzog et moi-même, qui sommes à l'origine de la création de l'association, ont toujours été des militants de la transformation sociale. On l'est resté, mais on considérait qu'elle ne pouvait pas avoir lieu si on restait figé dans des associations un peu qui commençaient à être en crise sérieusement, mais en plus qui s'opposaient les unes aux autres. On était encore dans une période de lutte de classe, on en sortait, faut dire la vérité, mais quand même la culture est forte dans nos têtes et dans la tête des syndicats, des partis, des associations qui pensent qu'on doit se réunir quand on est tous d'accord. Et nous, on pensait qu'il fallait se mettre d'accord alors qu'on est différents. Donc on a appris à travailler, on a créé l'association qui a été dès le départ mise sur ses rails européennes puisque nous sommes entrés de plein pied dans la campagne de Maastricht. Donc on avait organisé un débat à la Maison de la Chimie, on avait mis autour de la table 4 partisans du oui, 4 partisans du non. Il y avait Brocard dans les 8, qui est un des fondateurs aussi de l'association, on y reviendra sur la composition des parrains, et qui disait « il faudra une monnaie, mais il faut la monnaie, mais il faudra être vigilant ». Puis Philippe Herzog dans les non, à ce moment-là, qui disait « c'est trop tôt, mais il en faudra une, mais c'est pas mûr ». Puis finalement, les oui et les non, par-delà les oui et les non, on a décidé de travailler tous ensemble et les 500 personnes de la Maison de la Chimie qui étaient présentes ont levé leurs mains pour dire oui à une association qui travaille sur l'Europe, autrement, autre chose. Donc on a démarré cette association avec un réseau de 8000 membres, puisqu'on venait, nous, avec notre réseau d'économie politique issu à l'époque. Rocard a apporté son réseau ensuite de convaincre, on est passé tout de suite à 15 000 membres pratiquement, et puis après on a multiplié évidemment les travaux, les débats, les rencontres en France, en Europe, à Bruxelles et dans les autres pays d'Europe, et nous sommes aujourd'hui un réseau de 30 000 membres, avec une spécificité, c'est que nous sommes en dehors d'un réseau de débat public, un think tank, comme tu dis, c'est-à-dire en fait une école de pensée et de recherche sur les enjeux économiques, essentiellement socio-économiques. Je pourrais résumer en disant on est une association d'économie politique. Le think tank, c'est 10 groupes de recherche qui rassemblent plus de 1000 personnes, mais qui évidemment travaillent sur des objets dont on reviendra, notamment sociaux, économiques, financiers, pour comprendre justement la crise, et ces groupes de travail mettent dans le débat public des options, des analyses, des options de sortie de crise pour justement mobiliser des acteurs et en même temps influencer les décisions communautaires ou les politiques nationales et communautaires. Donc nous sommes un lobbyiste, on dirait ça comme ça, mais d'intérêt général, c'est-à-dire on ne prend pas position sur des intérêts particuliers, sauf quand ils rencontrent l'intérêt général. Et nous avons fait avancer beaucoup de dossiers au niveau européen avec une belle reconnaissance, puisqu'aujourd'hui Philippe Herzog est conseiller de Michel Barnier. L'Europe traverse des crises depuis sa création. C'est Monnet qui disait « des solutions aux crises sortira l'Europe ». Sauf que celle-ci, évidemment, elle est plus profonde, elle est plus durable, elle est plus systémique, elle est plus grave. Et nous l'avons d'ailleurs anticipé, quand on dit on n'avait pas vu arriver la crise, nous l'avons anticipé, pas seulement à Confrontation, il y a d'autres économies, je pense à Michel Aglietta et d'autres, qui avaient anticipé la crise pour 2 raisons. D'abord parce qu'effectivement les pays étaient déjà endettés, comme tu sais, puisque c'est pas depuis Sarkozy, contrairement à ce que nous raconte François Hollande, ça fait 30 ans qu'on s'enfonce dans l'endettement de nos pays, et donc gauche-droite, tout le monde est responsable, et pas seulement les gouvernements, mais les sociétés sont responsables. On a tous vécu au-dessus de nos moyens. Et on a cru d'ailleurs qu'après les 30 glorieuses, tout était permis, et donc on a vécu à crédit. Et donc on a contribué, avec plus ou moins de responsabilité sans doute, mais à la crise. Et les marchés financiers, de ce point de vue-là, ont été un rappel
ont été un rappel à l'ordre douloureux mais efficace, puisque chacun aujourd'hui a compris qu'il fallait se désendetter. On n'y arrive pas, et c'est pourquoi la crise s'aggrave, à mon avis. Alors, les raisons de la crise, on les a situées aussi, pas seulement dans l'endettement public et privé, mais aussi dans le fait que les États de l'Union européenne, pour ce qui concerne la crise de l'Europe, n'arrivaient pas à construire leur union politique. Ils n'ont même pas de gouvernement économique et ils sont comment dire, ils ont un différentiel de compétitivité entre eux qui est à l'origine même de la crise. Quand aujourd'hui tu as une Allemagne qui fait de la croissance, mais que tu as d'autres pays qui sont en récession, où ce différentiel de compétitivité qui a tendance à s'aggraver d'ailleurs dans la crise est à l'origine, bien sûr, de la perte de compétitivité globale de l'Union dans la mondialisation. Et donc nous avons, accompagnant ce différentiel de compétitivité, du même coup des rivalités entre les États membres qui chacun cherche ou à se faire aider pour certains ou à préserver leur modèle pour les autres. Et en tout cas, on n'a pas encore trouvé les solidarités nécessaires à créer dans la crise pour pouvoir s'en sortir ensemble. Alors en même temps, cette crise, elle pose ces questions-là. Pour la première fois, nous avons le débat sur la nécessité et l'urgence, et en tout cas la conscience monte de l'urgence d'un gouvernement économique, et pourquoi pas d'un ministère de l'économie et des finances européen. Tu imagines qu'on revient de loin, puisqu'on ne voulait pas, mais ça va supposer que chaque État accepte d'abandonner un petit peu de sa souveraineté, et c'est là-dessus que, évidemment, nous travaillons aujourd'hui, puisque nous avons sorti un manifeste pour une eurozone intégrée et solidaire, et c'est avec deux dimensions, la réforme du traité pour un gouvernement économique et des politiques communes pour la solidarité et pour le marché intérieur. En quoi consiste-t-il déjà, pour commencer ? D'abord, il est le résultat d'une énorme initiative que Confrontation a organisée l'année dernière à Paris, avec 360 Européens de 10 pays d'Europe, et qui avait été elle-même préparée par une cinquantaine de réunions. Donc c'était les entretiens économiques européens qui avaient posé comme sujet la nécessaire articulation de la compétitivité et de la solidarité. Donc ça fait plus d'un an qu'on travaille sur ces sujets-là, et ça a abouti à ce colloque, qui a été très intéressant, qui a fait l'objet d'un livre d'ailleurs, pour une Europe compétitive et solidaire, avec des contributions, qui aujourd'hui fait l'objet d'actes avec des débats, 66 intervenants d'une dizaine de pays, et qui a débouché sur un appel qui a été adressé aux chefs d'État pour une eurozone intégrée et solidaire. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas l'Europe intégrée et solidaire, c'est l'eurozone. Ça veut dire pour nous qu'il faut déjà consolider, il faut absolument consolider la zone euro. Et ce sera plus facile peut-être d'obtenir cette consolidation à 17, étant donné qu'à 27, le Royaume-Uni, par exemple, si je ne prends que lui, ne veut pas d'intégration du marché unique. Lui, il veut un marché, le Royaume-Uni, mais il ne veut pas de politique commune sur le marché ni de biens publics. Il veut un grand marché de libre-échange, de consommateurs, mais ça ne suffit pas pour créer de la solidarité et de redresser la zone. Ceci dit, le Royaume-Uni ne pourra pas rester sur sa position indéfiniment s'il veut rester dans l'Europe, car il ne pourra pas bénéficier d'une zone sans lui-même jouer la solidarité, et en plus, si la zone n'arrive pas à se consolider, ou l'Union, le Royaume-Uni lui-même perdra, puisqu'il exporte 70% de ses biens et services sur notre marché intérieur. Donc, nous avons besoin de consolider. Alors, je réponds très concrètement à ta question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les 17 doivent se mettre d'accord pour faire un traité entre eux, pour trouver les moyens de leur stabilité financière, mais aussi de résorber leur différentiel de compétitivité et donc de trouver des solidarités internes qui permettent à chacun de nos États de se redresser. Si tu aides la Grèce parce qu'elle est en pratiquement défaut de paiement, ce qu'il ne faut absolument pas aller jusque-là, et il ne faut pas qu'elle sorte de l'Union, parce que tout le monde en porterait les conséquences. Mais si tu aides la Grèce indéfiniment, tu lui donnes de l'argent, tu lui donnes de l'argent. Avec ça, elle vit. Elle continue à s'endetter. C'est un puits sans fond. Si tu viens investir en Grèce,
tu lui permets de créer des richesses. Alors elle va pouvoir commencer à récupérer de la valeur ajoutée et rembourser sa dette. Donc ce qu'il faut pour que les gens puissent se désendetter, c'est investir, c'est produire, c'est créer des richesses, c'est renouer avec la croissance. On a eu un conseil des États le 31 janvier, qui a engagé une réforme des traités. Donc c'est un pas en avant qu'on soutient. Il n'est pas suffisant parce qu'il aborde surtout les enjeux de la stabilité financière et des politiques d'austérité nécessaires pour retrouver de la stabilité financière. Mais les politiques d'austérité n'ont jamais fait des politiques de croissance. Donc il faut trouver dans les politiques de rigueur qu'est-ce qui va permettre de faire de la croissance et qu'est-ce qui va nous permettre de nous désendetter. Donc déjà, il faut réduire toutes les dépenses improductives, et il y en a plein dans tous les pays. En France, 53% des dépenses publiques quand même. Hein. Et puis, il faut au contraire investir dans les dépenses productives. Donc tu imagines, c'est difficile parce que ça suppose des réformes évidentes. Et réforme de la retraite, c'est engagé chez nous, réforme de l'éducation, mais aussi investissement, politiques industrielles. Et la France, de ce point de vue-là, a pris beaucoup de retard par rapport à l'Allemagne, qui n'appelle pas ça politique industrielle, mais qui a gardé sa base industrielle et favorise le développement de ses industries et de ses entreprises. Alors, l'eurozone, ce n'est pas seulement les 17, c'est ouvert à tous ceux qui veulent. Il y avait quand même 26 États qui étaient d'accord pour une réforme des traités. Alors, la réforme des traités n'est pas la meilleure qu'on ait pu espérer obtenir, parce qu'il n'y a pas ni la solidarité ni la croissance, mais la bataille ne s'achève pas et notre manifeste, on va continuer à le faire signer parce que malgré l'organisation du sommet du fin janvier, il tient bien la route et nous avons une belle bataille à mener pour influencer évidemment les institutions communautaires et notamment les chefs d'État, mais pas seulement. La Commission a été incapable de gouverner l'Union. Elle n'avait pas le mandat non plus pour un gouvernement économique, puisque le seul mandat qu'elle a obtenu de l'Union, c'était la concurrence. Elle n'y arrive pas bien, ou c'est trop zélé, ou c'est laxiste, c'est l'un ou l'autre, c'est pas toujours évident. Et puis, il y avait la politique agricole commune. Mais sinon, au niveau des politiques communes et du mandat qu'on avait donné à la Commission, il n'y avait pas de politique communautaire. L'économie, c'était encore l'affaire des États, encadrée par des disciplines budgétaires que la Commission n'a d'ailleurs pas su faire respecter, ni les États respecter non plus. Donc, on a aujourd'hui le besoin d'avoir une zone dirigée économiquement, ce qui veut dire que la Commission devra être en mesure, avec les États et un gouvernement économique, de surveiller et de contrôler les dépenses de chacun de nos États et de les aider par des politiques communes, on va revenir sur le marché intérieur, à dynamiser leurs industries, leurs politiques sociales et économiques pour retrouver la croissance. Mais ça devra se faire en solidarité européenne, d'où la difficulté, tu imagines. Alors la taxe sur la transaction financière fait partie du sujet. C'est un aspect du sujet pour alimenter, pourquoi pas, un budget européen qui pourrait trouver ses ressources propres. On a besoin d'un budget européen et de perspectives financières qui permettrait de mutualiser d'ailleurs des dépenses sur des politiques partagées, communes, et allégerait d'autant plus les budgets nationaux que les dépenses communes, on les ferait au niveau communautaire. Donc on ne serait pas obligé d'avoir des doublons ou des 27 politiques nationales la même qui gaspillent, une seule politique communautaire qui mutualise des dépenses, et chaque État aurait son budget national en fonction de ses propres choix et orientations, mais qui serait quand même surveillé par la Commission, car les États n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. La preuve, c'est quand la Grèce est en perdition, tout le monde en subit les conséquences, et quand un État fait des bêtises, tout le monde en subit les conséquences. Donc il faut vraiment plus de coopération, de solidarité, pour élaborer évidemment des perspectives financières qui favorisent le développement et non pas qui travaillent les uns contre les autres. Le marché intérieur, ça fait 20 ans qu'on y travaille, n'est-ce pas? Donc on a soutenu le marché unique en 92. On avait appelé à voter oui, in fine, à Maastricht, mais c'était moins le vote, oui ou non, qui nous importait que le travail ensemble, comme je disais, pour réussir l'Europe. Nous nous sommes réjouis il y a 10 ans de la création de la monnaie, parce que quand même l'Europe, c'est pas rien, c'est la paix, bien sûr, entre nous. Il faut la sauvegarder, c'est pas gagné, les crises économiques sont toujours facteurs de conflit, mais c'est aussi un marché unique
qui est inachevée, une monnaie commune qui n'est pas encore partagée par tout le monde, mais ça existe. Et puis un élargissement à 27 pays qui est vraiment le plus grand succès certainement de l'Union européenne concernant la réconciliation de ces peuples, même si on n'est pas au bout. Alors le marché fait partie de cette question qu'il nous faut un marché pour rassembler et réconcilier l'ensemble des peuples européens. Donc ça ne peut être pas seulement un marché de libre-échange, ça doit devenir un espace intérieur partagé. Nous, on dirait, je le définirais en deux concepts, un camp de base, comme on l'a dit, pour les entreprises et pour les industries, pour qu'elles se développent en interne, avec des politiques communes sur l'environnement, sur l'innovation, sur l'éducation, etc. Et que les entreprises prennent soin aussi de leur territoire, puisqu'on leur rendrait aussi, on ferait des politiques communes pour leur développement, mais en même temps un point d'appui pour aller jouer dans le monde, parce qu'aujourd'hui l'Europe n'est pas compétitive, et il faut qu'on produise et qu'on vende, et qu'on retrouve des parts de marché à l'extérieur. La croissance de l'Europe aujourd'hui à l'extérieur est tirée par l'Allemagne, essentiellement. Et puis sur quelques niches, la France est bien positionnée, je pense à l'aéronautique, je pense à la pharmacie, à des choses comme ça. Mais sinon, nous sommes en train de perdre, évidemment, et d'aggraver notre déficit de la balance commerciale. Nous n'avons pas de doctrine commerciale européenne, ni de politique européenne. On a une OMC qui est en grosse difficulté, les accords de Doha sont en difficulté, et les États-nations ont tendance à rebilatéraliser les échanges, l'Allemagne avec tous les pays du monde d'ailleurs, nous avec quelques-uns, mais au lieu d'avoir une politique commune, des filières communes industrielles qui pourraient jouer dans la mondialisation et retrouver notre balance commerciale globale. Enfin, en tout cas, la développer. Donc, le marché intérieur, c'est le camp de base, mais c'est aussi un espace de cohésion. C'est-à-dire, ce sont des régions, ce sont des territoires qui doivent pouvoir se développer, alors avec des entreprises sur leur territoire, bien sûr, mais aussi en créant des réseaux, des coopérations d'échange entre les villes, entre les régions, entre les grands espaces, pour que les Européens trouvent du sens à la construction de l'Europe. La troisième dimension, c'est la dimension sociale. C'est-à-dire qu'on ne fera pas de camp de base et on ne fera pas de coopération territoriale sans les hommes. Donc il faut investir massivement dans les hommes, capital humain comme on l'appelle, dans l'éducation, l'information, pour développer la participation de ces gens et renouveler, inventer une nouvelle démocratie européenne qui permettra une mobilisation et un investissement dans l'activité sociale, dans le travail. Il faut renouer avec la valeur travail en Europe et permettre effectivement de redynamiser un petit peu les territoires et les industries. Alors pour 2012, on avait dit qu'il fallait alléger un peu parce qu'on avait un programme 2011 énorme et puis finalement on n'arrive pas à l'alléger. D'abord parce que les besoins sont urgents, l'Europe a besoin de nous, donc ce n'est pas le moment de ralentir. Et nous avons donc décidé, justement, étant donné les impacts de la crise dans les régions, dans les entreprises, dans les secteurs industriels, de travailler, de focaliser notre travail, après compétitivité et solidarité au niveau global, sur tous les enjeux de l'emploi, de la compétitivité de l'industrie. On a besoin de réindustrialiser les États, on a besoin de créer des politiques industrielles sur le marché, pour l'emploi et pour retrouver notre compétitivité. Donc il faut vraiment articuler formation, production et emploi. Alors, il y aura des restructurations, c'est évident. Et puis c'est normal, il y en a toujours eu, c'est le mouvement, c'est les mutations qui les exigent. Mais il faut accompagner ces restructurations pour bien penser les reconversions et en même temps préparer les hommes aux reconversions. Et donc on propose de profiter, si j'ose dire, de la crise pour former les travailleurs non qualifiés à se qualifier, pour préparer les travailleurs d'aujourd'hui au métier de demain. Je vais te prendre un exemple tout bête, l'automobile. Aujourd'hui, on forme encore des mécaniciens. Demain, on aura la voiture électrique. Les mécaniciens vont sur la voiture électrique réparée, ils s'électrocutent. J'exagère, mais il faut former des électromécaniciens. Voilà, on ne les forme toujours pas. Et puis dans plein de métiers, c'est la même chose, dans le nucléaire, dans les énergies renouvelables, dans les villes. Enfin, il y a énormément de potentiel de développement de métiers. Encore faut-il qu'on investisse dans ces secteurs-là
pour pouvoir les développer, parce qu'en plus, si on n'investit pas, je prends encore mon exemple de la voiture propre, si ce n'est pas nous qui construisons les batteries pour la voiture électrique, on va les importer de Chine et on a déjà commencé à perdre du terrain. Donc on a de quoi investir. Alors notre gros problème, c'est les risques de l'investissement. Les investisseurs ou les marchés ne prennent pas de risques aujourd'hui. Il y a une aversion au risque énorme, d'autant que les États n'arrivent plus à garantir, étant donné qu'eux-mêmes sont en crise. Donc il faut inventer une nouvelle doctrine, un nouveau cadre réglementaire pour l'investissement, et notamment l'investissement de long terme, qui permettrait évidemment des partenariats publics et privés sur des projets que les sociétés doivent pouvoir promouvoir, inventer, pour lesquels il faut se mobiliser. Donc on a là une double responsabilité, on terminera peut-être par les élections en France, de bien sûr les gouvernements, on attend des projets, mais bien sûr les sociétés. Il faut que ce soit des projets bottom-up, comme on dit, et non pas top-down, un truc qu'on décide d'en haut puis qu'on essaie de créer en bas alors que personne n'en veut. Donc il faut vraiment que les sociétés, les citoyens, les salariés, les managers se mobilisent pour créer des projets et ensemble lever des fonds, mobiliser l'épargne pour pouvoir investir. Alors sur les élections, on attendrait des candidats qu'ils nous disent comment ils vont jouer la France en Europe. C'est pour moi, c'est le seul débat aujourd'hui qui vaille, parce que l'Europe est une chance, la crise est une chance pour l'Europe, j'espère. L'Europe est une chance pour les États, ça j'en suis convaincue, parce que si nous n'arrivons pas à faire l'Europe, de toute façon, les États vont crever de leur belle mort. Alors plus ou moins vite, mais quand même l'Allemagne aura du mal à s'en sortir. Donc, et puis on peut aller vers le déclin, hein. C'est chacun son tour dans le monde. Hein. D'ailleurs, ça a été l'Europe, c'est les États-Unis, maintenant c'est en Asie. Bon, mais il faudrait qu'on puisse se développer en bonne entente les uns et les autres. Hein. On est pour un monde fraternel, plus équilibré, et d'ailleurs que la Chine se développe, entre parenthèses, c'est formidable. Alors, il faut qu'on s'ouvre à elle, par contre. Qu'on lui ouvre nos portes, pas naïvement et pas bêtement, mais qu'on aille aussi là-bas. Ce qu'on ne fait pas assez, en tout cas les Français. Donc, dans la campagne électorale, on aurait besoin... Il ne suffit pas de s'en prendre au monde de la finance. D'abord, on a besoin des banques. On vient de faire un beau travail sur les banques, parce que sans elles, on n'aura pas d'investissement. Hein. Bon, alors, pas seulement les banques, des institutions financières, inventer de nouvelles institutions financières. Mais il faut expliquer comment on va réformer notre modèle social interne, qui prend l'eau, et ce n'est pas à cause de l'Europe. Et deux, comment on va inscrire cette révolution de notre modèle interne dans les objectifs européens. Il faut vraiment inscrire nos réformes nationales dans la perspective européenne, et on attend des candidats, et notamment de la gauche, puisqu'elle se bat pour arriver au pouvoir, et demain, si elle gère, il faudra qu'elle gère avec responsabilité, qu'elle nous dise comment elle accepte ou pas d'abandonner un peu de souveraineté nationale pour partager avec les Allemands et avec les autres des politiques communes. Donc, réformes internes, mais des réformes qui s'inscrivent dans des politiques européennes. Et ça, ce débat-là, malheureusement, on ne l'a pas. Alors, on a encore un président qui gère, comme il peut, qui vient de signer le traité avec Angela Merkel, qui propose quelques réformes courageuses, d'ailleurs entre parenthèses, il faut dire la vérité, même si on ne supporte pas ces réformes et si les gens ont peur. Il faut au contraire les resituer dans la pédagogie de la crise, bien expliquer pourquoi, et expliquer que finalement des réformes de rigueur, qui s'appuient sur une rigueur. La rigueur, ce n'est pas de l'austérité, c'est être sérieux, responsable, peuvent demain redynamiser une économie. L'Allemagne a fait, elle, ses réformes, rigoureusement d'ailleurs, avec une modération salariale, mais discuter avec les syndicats, qui lui permettent aujourd'hui de retrouver sa croissance. Donc pourquoi ne pas examiner, alors on nous parle beaucoup du modèle allemand, il y a des très bonnes choses à prendre dans le modèle allemand, on ne va pas le transférer bêtement, parce que nous on est des Français, on n'est pas des Allemands, on a nos propres cultures, mais par contre on pourrait prendre les uns des autres ce qu'il y a de meilleur, pour essayer de converger vers un modèle européen qui permettrait à tous les Européens, y compris à ceux qui veulent rentrer d'ailleurs, de pouvoir garder leur prospérité.